Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour un chapitre que je refais consacré principalement aux primitives. Donc on a vu le chapitre sur l'intégration de Riemann, donc on prolonge ce chapitre-là. On voit les primitives, le théorème de Fubini entre autres, l'intégrale à paramètres, changement de variable, intégration par partie, plein d'autres choses. Tout d'abord, une remarque pour compléter ce qu'on a dit dans le chapitre sur l'intégrale de Riemann. Si f est une fonction de AB vers un espace vectoriel normé complet E intégral, alors quel que soit CD appartenant à AB, somme de A à D moins somme de A à C est égale à somme de A à D plus somme de C à D, c'est Chasles, il est convention, et donc ça fait somme de C à D. Ça on l'appliquera directement, on appellera ça la relation de Chasles d'ailleurs. F intégrable donc majoré, donc il existe M positif tel que norme de f de x est inférieure ou égale à m quel que soit x appartenant à B. Alors si on prend CD appartenant à B, norme de l'intégrale de C à D est toujours inférieure ou égale à m facteur de valeur absolue de D moins C. Démonstration, si C est inférieur à D, on a déjà démontré ça. Si C est supérieur à D, on écrit que norme de l'intégrale est égale à la norme de moins la somme de C à D de f de t dt, parce que bon, norme de moins x et norme de x c'est pareil, hein. Et ça fait donc norme de somme de d à c de f de t dt. Mais c est plus grand que d, donc ça fait ça. Et ça fait exactement ça. Puis enfin, si c égale d, bon, ça fait 0, puis ça aussi. Donc on a bien le résultat dans tous les cas. F de AB vers un espace vectoriel normé complet E, intégral toujours, grand F qui a x appartenant à AB associe somme de AX de f de t dt et Lipschitzienne donc continue. Démonstration est intégrable donc majorée, donc on peut trouver ça, et on va prendre xy appartenant à AB. F de x moins f de y, ça fait ça. D'après la relation de Chasles, ça fait ça. D'après ce qu'on a vu avant, ça fait ça. Ça, inférieur ou égal à ça. Ça veut exactement dire que la fonction est lipschitzienne, et donc on sait qu'elle est continue. Propriété, toujours les mêmes hypothèses, fonction intégrable, toujours la même fonction. Alors si petit f est continu à droite en un point x0, respectivement à gauche en un point x0, alors grand f est dérivable à droite en x0, et sa dérivée à droite est égale à f de x0, et respectivement dérivable à gauche en x0, et sa dérivée à gauche est égale à f de x0. Quelques démonstrations. Bon, on exprime là la continuité à droite, puis ensuite on prend un x tel que l'on a ça. Et évidemment, si on prend t appartenant à x0x, on va avoir ça, donc f de t, donc norme de f de t moins f de x0, inférieur ou égal à epsilon. Et pour démontrer que la fonction grand f est dérivable, on s'intéresse à cette quantité-là, définie évidemment pour x comme ça, hein, donc différent de x0. Et donc ça peut s'écrire 1 sur valeur absolue de x moins x0 fois ce truc-là. Ça, je le fais rentrer dans l'intégrale, et ça fait ça. Puis maintenant, j'utilise le fait que norme de f de t moins f de x0 est inférieur ou égal à epsilon. Et donc, d'après ce que j'ai vu avant, ça va être inférieur ou égal à 1 sur valeur absolue de x moins x0 multiplié par, parce que comme ça est inférieur à epsilon, epsilon multiplié par valeur absolue de x moins x0. Il reste epsilon. Quel que soit epsilon positif, il existe nu positif, tel que si x est comme ça, alors u de x, c'est-à-dire cette quantité-là, est inférieure ou égale à epsilon. Donc en fait, je viens de démontrer que f est dérivable à droite en x0 et que sa dérivée à droite, c'est f de x0. Et on fait la même chose à gauche. Soit f, une fonction, c'est une conséquence, hein, définie toujours sur AB à valeur dans E, intégrable, et toujours la même fonction grand F. Si f est continu en x0 appartenant à AB, alors f est dérivable en x0. Et sa dérivée est égale, enfin f' de x0 est égal à f de x0. Si petit f est continu sur AB, alors grand F est dérivable sur AB, et la dérivée de grand F, c'est f. Si f a une limite à droite, on note f de x0 plus, appartenant à E, en un x0 qui est forcément comme ça, alors grand F a une dérivée à droite en x0, et la dérivée à droite est égale à f de x0 plus. Idem à gauche.
Démonstration. Bon, bah, on peut éventuellement distinguer les trois cas. X0 égale A, B et X0 différent de A et B. Dans ce cas-là, bah, si f est continu à droite en X0, c'est-à-dire en A, f est dérivable en A, parce que c'est dérivable en A ou dérivable à droite en A, c'est pareil. Donc sa dérivée à droite étant égale à f de A, bon, on a bien le résultat. Et on fait la même chose à gauche. Et si x0 appartient à un AB ouvert, f est dérivable à droite et à gauche en x0, donc grand F est dérivable à droite et à gauche en x0 d'après ce qu'on a vu avant. Et la dérivée à droite est égale à ça et la dérivée à gauche aussi. Donc grand F est dérivable en x0 et la dérivée de f en x0 est égale à f de x0. Bah, si f est continu en tout x appartenant à B, alors f est dérivable en tout x appartenant à B, et grand f' de x est égal à f de x d'après ce qu'on a vu avant, donc grand f' est égal à f. Petit 3, bah, soit g, la fonction, on se ramène à une fonction continue en faisant ça. D'accord? Voilà. Et bah, g va être continu à droite en x0, parce que limite de g de x quand x tend vers x0 plus, c'est la même limite que f de x quand x tend vers x0 plus, et ça c'est f de x0 plus, donc c'est g de x0. D'accord? Alors maintenant, si je prends u de x égale ça, alors attention, je choisis x qui est supérieur à x0 bien sûr, hein, parce que je suis à droite. Donc ça nous fait ça, on est habitué, je le mets direct, c'est somme de a à x moins somme de a à x0, donc ça fait somme de x0 à x de f de t dt divisé par x point x0. Ça c'est pareil que ça, parce qu'en fait fg diffère uniquement en x0, donc f est intégrable sur AB, on en déduit que g est intégrable sur AB, et puis c'est la même chose sur x0x, et à ce moment-là leurs intégrales sont égales. D'accord? Ça, je le remplace par ça. Mais du coup là, comme g était continu à droite en x0, d'après ce qu'on a vu avant, la fonction grand G qui a x associe ça, est dérivable à droite en x0, et on sait que sa dérivée à droite est égale à g de x0. Donc on a ça, d'accord? Donc on a limite, c'est pareil, ça, c'est égal à ça, quand x tend vers x0 plus, de ce truc-là, qui va être égal à g de x0. Mais g de x0, c'est égal à f de x0 plus, d'accord? Donc, en fait, je viens de voir que la limite de u de x quand x tend vers x0 plus, qui est la limite de ce truc-là, ça fait f de x0 plus. J'en déduis que grand F est dérivable à droite en x0 et que sa dérivée à droite en x0 est égale à f de x0 plus. Et on fait la même chose à gauche. Corollaire, f de AB vers E réglé, donc intégrable, et grand F. On sait qu'alors, c'est une caractérisation des fonctions réglées. F a des limites à droite en tout point de ça, à gauche en tout point de ça, donc elle est dérivable à droite et à gauche, et qu'on a ça. Voilà, tout a déjà été démontré. Alors maintenant, si f est continu, si f est continu, toujours grand F, il va être dérivable, lui, de classe C1 sur AB. Et grand F' est égal à f. Pourquoi? Parce que f est continu en tout x, donc f est dérivable en tout x. Donc grand F est dérivable. Et par ailleurs, grand f' de x est égal à f de x, quel que soit x appartenant à B. Donc grand f' est égal à f, qui est continu. Donc grand F c'est là. Soit f de AB vers un espace vectoriel normé complet E, intégrable, et on prend toujours la fonction grand F. Si petit f est continu par morceau sur AB, alors grand F est C1 par morceau sur AB. Et on a sa dérivée à droite en x qui est égale à f de x plus, en tout x appartenant à AB comme ça. La dérivée à gauche qui est égale à ça en tout x appartenant à AB comme ça. Et f' de x est égal à f de x en tout x où f est continu. Rappel, continu par morceau, ça équivaut à dire qu'il existe, donc c'est la démonstration, une subdivision de AB telle que f est continu sur tout comme ça, que f a des limites à droite en tout xk, des limites à gauche en tout xk.
f continue par morceau, donc intégrable, donc grand F est continu, ça on le sait. Soit x appartenant à B, soit il appartient à des intervalles comme ça. Alors f est continu en x, donc f est dérivable, et on a ça. À ce moment-là, on voit que grand F' est égal à f sur ik. Et comme f est continu sur ik, alors grand F, parce qu'on a supposé, parce que f est continu par morceau, donc elle est continue sur ik. Donc grand F est C1 sur ik, c'est-à-dire qu'elle a une dérivée continue. Maintenant, si x est égal à AK, où il y a une limite à droite, alors f de AK plus existe. Alors il y a une limite à droite parce qu'elle est continue par morceau. Donc on sait que la dérivée à droite va exister et qu'elle est égale à ça. Et on a la même chose à gauche. Donc finalement, f est continu sur AB. C1 sur tout intervalle comme ça. Elle a des dérivées à droite en tout xk comme ça, et des dérivées à gauche en tout xk comme ça. Donc f est bien C1 par morceau. Primitive, soit f d'un intervalle I de R vers un espace vectoriel normé complet E. On dit que f est une primitive si la f est dérivable et que sa dérivée est égale à petit f. Si f est une primitive de petit f, alors les primitives de petit f sont les fonctions fk, obtenues en rajoutant une constante à f. Démonstration. F dérivable implique que fk est dérivable et sa dérivée c'est f', puisque la dérivée d'une constante c'est 0, égale f. Donc là c'est terminé. Donc fk est une primitive de f. Soit g est une primitive de f maintenant. G moins f est dérivable. Sa dérivée est égale à ça, quel que soit x appartenant à i. Donc g moins f est une fonction constante. Même dans un espace vectoriel normé, ça marche encore ça. Et donc, c'est une fonction constante x donne k. Donc g de x égale f de, moins f de x est égal à k, quel que soit x appartenant à i. Donc g est un fk, d'où le résultat. F, une fonction de AB vers l'espace vectoriel normé E, x0 appartenant à AB, y0 appartenant à E. On suppose que f admet une primitive grand F, alors il existe une unique primitive grand G de f, vérifiant G de x0 égale y0. Démonstration, on sait que G est de la forme f plus k, k appartient à E. Dire que G de x0 est égal à y0, ça équivaut à dire que f de x0 plus k égale y0. Donc k est égal à y0 moins f de x0, donc il y en a un seul k, donc il y a un seul G qui convient, d'où le résultat. F continue, alors grand F est une primitive de petit f, les autres primitifs sont les fonctions fk. Quand f est l'unique primitive de petit f, vérifiant f de a égale 0 de e. Et si g est une primitive de f, alors somme de a à b de f de t dt est égale à g de b moins g de a. Démonstration, comme f est continu, grand f est dérivable et grand f' égale f. Donc f est une primitive de petit f. On sait qu'alors les autres sont des fk. F de a est égal à somme de a à a de f de t dt est égal à 0 de e. Si on prend x0 égale a, y0 égale 0 de e, on vient de voir qu'il existe une unique primitive g de f vérifiant ça. Bon, comme nous on en a une qui vérifie ça, c'est grand F, et bien, oui, parce que dire ça, c'est exactement dire ça, et c'est donc grand F terminé. Petit 3 c'est ça. Si G est une primitive de F, G est un FK. Donc si je fais G de B moins G de A, ça va être F de B plus K, moins F de A plus K. Donc ça fait F de B moins F de A, c'est-à-dire somme de A à B de F dt dt terminé. Conséquence, si petit f est continu, on va chercher donc intégrale, on cherche une primitive grand F de petit f, et on va pouvoir calculer comme ça somme de A à B de f de t dt, puisqu'il sera égal à grand F de B moins grand F de A. Alors ça, on le note en principe comme ça entre crochets grand F de x entre A et B. Exemple, on cherche à calculer somme de 0 à 1 de t carré dt. Il est évident que grand F de x égale x au cube sur 3 fournit une primitive de petit f, parce que la dérivée est bien égale à x2.
Donc ici, pour calculer ça, j'applique cette formule-là. Ben, je prends cette primitive que je viens de trouver, d'accord, quand f de x, et puis je la mets entre 0 et 1. C'est-à-dire je calcule x, je la calcule en 1, donc 1 tiers, je la calcule en 0, donc 0 sur 3, et je fais la soustraction, ça fait 1 tiers. Propriété, si f est de classe C1, alors f' continue en intégrable, bon, ben, ça c'est évident, et ça est égal à ça. Ben, c'est normal puisque petit f est une primitive de f', vu que quand on dérive petit f, ben, ça fait f'. Voilà. Et une petite remarque que j'aurais pu faire très longtemps avant, donc la courbe, et puis ici a, x, et puis x plus h étant assez petit, l'air sur la coupe de f, ben, pour ABEF, d'accord, c'est cette intégrale. Pour ACDF, c'est cette intégrale. Et pour ici, BCDE, et là j'ai écrit ACDE, je me suis trompé, c'est B, mais c'est cette intégrale. Si h est très petit, au lieu d'écrire h, on va écrire dx, et puis on va dire que ces deux parties verticales sont à peu près de la même dimension. C'est une interprétation que je fais là. Et donc que ça vaut f de x. Donc en fait c'est un rectangle de largeur et de longueur, h et puis f de x. Donc c'est h f de x qu'on va noter f de x dx pour dire que c'est très petit. D'accord? Alors ça correspond à l'aire de ça. Ça justifie la notation somme de a et b de f de x dx. Somme c'est quoi? C'est la somme. On ajoute des petits rectangles comme ça, comme on a fait avec les fonctions en escalier. Voilà. Alors, la dérivée en x de ce truc-là, c'est quoi? C'est somme de a x plus h moins somme de a x sur h. Donc, et qu'on fait tendre x vers 0, h vers 0, enfin, h très petit, quoi. Oui. Et donc, ça fait somme de x à x plus h sur h. Bon. C'est-à-dire, ça fait ce truc-là, que j'ai appelé, moi, f de x dx. D'accord? Et quand h est très petit, on le note dx, et on voit qu'il y a la simplification, on retrouve le f de x. En fait, on retrouve que la dérivée de ça, c'est f de x, et c'est bien ce qu'on avait démontré précédemment. Petit f de AB vers E continue, UV de fonction définie sur un intervalle I de R à valeur dans AB, alors la fonction G qui a X appartenant à I associe somme de A à U de X de f de t dt continue dérivable sur I, et G' de X est égal à U' de X multiplié, enfin fois f de U de X. Il faut bien comprendre qu'on est dans R, là on est dans E. H qui a X appartenant à I donne somme de U de X à V de X de t dt, et continue dérivable sur I, et H' de X est égal à V'X f de Vx moins U' de X, f en U de X. Démonstration, on considère toujours cette fonction-là qui est continue, dérivable, parce que f est continu. Et on sait que f' est égal à f. G de x, c'est f en U de x, quel que soit x appartenant à i. C'est possible parce que U de x appartient à V. Donc G est égal à f en U, comme f est continu et que U est continu, ben G est continu, et comme f et U sont dérivables, G est dérivable, et G' de x est égal à U' de x, f' en U de x. Alors f' c'est f, donc ça fait U' de x, f de U de x, terminé. Et pour l'autre, ben on fait presque pareil, on dit que h de x est égal à ça, c'est-à-dire à f de v de x moins f de u de x. Donc h est égal à f rond v moins f rond u, donc continue, dérivable sur i. Et puis, quand on dérive, ben, ça fait h' est égal à h' de x est égal à v' en x, f' grand f' en v de x, moins u' de x, grand f' en u de x, mais f' c'est f, et donc ça fait ça. De le résultat. Théorème du changement de variable, on a une fonction phi de AB vers R de classe C1. L'image de AB, ça va être un segment A1V1. Attention, ça ne veut pas dire que phi de A est égal à A1 et que phi de B est égal à B1. F de A1B1 vers VNE continue. Alors, on a ça.
D'accord? Il faut bien comprendre qu'on a le droit de le dire parce que f est continu et que phi de A, phi de B, ils sont dans A1, B1. D'accord? Et puis quant à ça, ben, phi de x, il arrive en fait dans A1, B1. D'accord? Et oui, parce que l'image d'un segment, ici c'est un segment. Hein. Et donc là on est dans A1, B1, donc on peut appliquer F. Hein, d'accord? Et puis F est continu. Hein, et phi est continu aussi. Et puis phi prime aussi est continu. Donc ça c'est continu. D'accord? Voilà. Voilà pourquoi on peut intégrer. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Dans cette affaire de changement de variable, phi n'a pas besoin d'être une bijection. Alors phi de A appartient à un B1, soit f qui a x appartenant à ceci, ça. F est continu, donc grand f est dérivable et sa dérivée c'est petit f. Et par ailleurs, on voit que f en phi de A est égal à 0. Quel que soit x appartenant à B, phi de x appartient à un B1, donc je peux faire f de phi de x et dire qu'il est égal à somme de phi de A, phi de x de f de t dt. Grand f et phi sont dérivables, donc d'après ce qu'on a vu avant, f rond phi est dérivable sur AB et sa dérivée est égale à ça. Donc f rond phi, je vois, est une primitive de la fonction qui à x associe phi prime de x, f de phi de x. D'accord? Fonction qui est continue parce que phi prime, f et phi sont continus. Donc, on en déduit que U est intégrable sur AB et que somme de AB de U de x dx va être égale, je prends une primitive de U en B moins une primitive en A. Et cette primitive, c'est f rond phi. Donc, je fais f rond phi de B moins f rond phi de A. Alors, celui-là, je sais qu'il fait 0. Donc, il reste f rond phi de B. Et f rond phi de B, c'est quand je mets ici phi de B. Donc, c'est ça. D'accord ? Voilà, et puis là, U de x, ça fait ça, donc j'obtiens bien le résultat souhaité. Utilisation du théorème de changement de variable. Donc on a une fonction f qui est continue, on veut calculer ça, mais on n'a pas de primitive évidente de f. L'idée c'est de trouver une fonction phi de classe C1 telle que t égale phi de x et de remplacer t par phi de x, donc f de t par f de phi de x, tout en remplaçant dt par, et là je dérive phi prime de x dx. Voilà. Donc si A est égal à phi de U, B égale phi de V, où U, V appartiennent à alpha bêta, et on va avoir somme de A à B de F qui est égale à somme de, je remplace A par phi de U, B par phi de V, et ça me fait ça d'après le théorème de changement de variable. Alors évidemment, ce qu'il faut c'est s'assurer que ça, c'est plus facile à calculer que ça. Donc exemple, I égale racine de 1 moins T2, T appartient à 0,1, donne racine de 1 moins T2 et continue, donc c'est intégrable, tout ça, on fait le changement T égale sinus x, donc c'est une fonction, cette fonction sinus x qui est de classe C1, dt est égal à cosinus x dx, T égale 0 pour x égale 0, 1 pour x égale pi sur 2, donc I égale somme de 0 à pi sur 2, de racine de 1 moins sinus carré x, et je remplace là par cosinus x dx. Bon, ça fait valeur absolue de cosinus x, mais sur 0 pi sur 2, cosinus est positif, donc ça fait ça. Donc I est égal, alors le cosinus carré c'est 1 plus... alors le cosinus carré c'est quoi? J'utilise la formule là, cosinus de x égale 2 cosinus carré x moins 1. Donc cosinus carré c'est 1 plus cosinus de x sur 2. Et une primitive de 1,5 c'est x sur 2. Une primitive de cosinus de x c'est sinus de x sur 2, donc sur 4. Et donc j'obtiens ça, et ça fait en pi sur 2, ça fait pi sur 4. Ici, sinus pi vaut 0, et donc ça fait pi sur 4. En fait, je viens de calculer là un quart de l'aire du disque, hein, parce que quand je prends t ici, je me retrouve avec racine de 1 moins t2. Souvent, au lieu de t égale phi de x, on repère que f de t dt peut se remplacer par une fonction g en u de c, en u de t, u' de t dt. Et on fait alors le changement g égale x égale u de t, avec une fonction u de classe C1, bien sûr. Donc dx égale u' de t dt. Somme de A à B de f, puisque j'ai dit que c'était pareil que ça fait ça. Et ça, c'est somme
de g de x dx, donc entre u de a et u de b. D'accord? Exemple, si je prends cette intégrale, racine de, somme de 0 à 1 de t racine de 1 plus t2, et bien d'abord ça c'est continu, donc intégrale, on fait le changement x égale 1 plus t2, cette fonction est c1, dx égale 2t dt, et alors le t dt, je vois bien que c'est dx sur 2, puis là il va y avoir le x, donc en fait mon intégrale revient à somme de racine de x sur 2. Bon, entre quoi et quoi? Quand t vaut 0, x vaut 1, quand t vaut 1, x vaut 2, donc entre 1 et 2. Bon. Ça s'intègre par 1,5 de 2 tiers de x puissance 3,5 entre 1 et 2, et donc ça fait 2 racine de 2 moins 1 sur 3. Un autre exemple qui correspond plutôt à ce que j'ai dit au début, c'est i égale somme de 1 à 2 de dt sur t plus racine de d. Alors là, on pourrait poser directement x égale racine de t, mais on préfère poser t égale x2, parce que racine de t, c'est pas dérivable en plus n'importe où. Hein. Bon, là ça aurait marché, puisqu'on est entre 1 et 2. C'est vrai que j'aurais pu poser directement x égale racine de t. Donc si je pose t égale x2, en tout cas, j'ai dt qui est égal à 2x dx. Ça, c'est de classe C1, il n'y a pas de problème. Bon, ça, je peux l'intégrer, je ne l'ai pas dit, mais parce que la fonction 1 sur t plus racine de d, ça s'annule jamais, elle est continue entre 1 et 2. I est donc égal à somme de... Alors, x va être égal à racine de t, donc racine de 1, ça fait 1, et racine de 2. D'accord? Voilà, donc j'obtiens ça. Alors, mon dt, j'ai dit que c'était 2x dx, et puis en bas, j'ai x plus x2. Donc ça fait 2 sur x plus 1. D'accord? Que j'intègre entre 1 et racine de 2. Donc ça fait 2 ln de 1 plus x entre 1 et racine de 2. Alors racine de 2, ça fait 2 ln de 1 plus racine de 2, moins 2 ln de 2, je factorise par 2. Le ln de 1 plus racine de 2 moins ln de 2, ça fait ln de 1 plus racine de 2 sur 2. Intégration par partie, on a deux fonctions de classe C1 et on a donc cette formule. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans cette formule? On intègre V', ça fait V, ça reste V ici. Et ensuite, dans un second temps, c'est-à-dire après avoir fait ça, on dérive U. D'accord? On intègre, puis on dérive. On a la démonstration, on a cette formule-là, donc ça, parce que U et V sont C1, donc tout ça c'est continu. Et donc on a ça qui est égal, alors ça c'est quoi? Une primitive de UV' c'est UV, donc UV en B moins UV en A, moins ça, et donc ça donne le résultat. Exemple 1, pour x positif, je prends cette fonction, je dis que c'est 1 fois ln de t, alors ça évidemment c'est de classe C1, j'intègre et je dérive. J'intègre d'abord, je dérive ensuite. Donc ça nous fait facilement x ln de x moins x plus 1. Et comme ça c'est une primitive de ln de x, on en déduit que, en rajoutant moins 1, on en obtient une autre. Donc une primitive de ln de x, c'est x ln de x moins x. Primitive de f de x égale x sinus x. Donc là, on a envie de se débarrasser du x en dérivant, donc on va intégrer le sinus x. Donc là aussi, on a une fonction de classe C1, deux fonctions. En fait, là aussi, c'était pareil, c'est deux fonctions, c'est les deux qui sont de classe C1. Donc, bon, voilà, j'intègre le sinus par moins cosinus, et ensuite je dérive le t, donc ça fait 1. Donc j'obtiens ça. Pour ça. Voilà, alors c'est facile de vérifier que la dérivée, que ça marche. Notation très abusive, si f est une fonction de AB vers E continue, on note comme ça toute primitive de f. En réalité, on le note comme ça pour montrer qu'on l'obtient aussi par intégration. Elles diffèrent les unes des autres par des constantes. Exemple de primitive, ces trois-là. D'accord? Donc ça c'est pour x différent de 0, bien sûr. Je ne l'ai pas mis, mais c'est sur R étoile. Alors quand je dis sur R étoile, ça va être sur l'intervalle moins l'infini 0, union, 0 ouvert, union 0 plus l'infini. Puisque
On est toujours sur des intervalles hein, dans ces histoires-là. Et dans les histoires de dérivées aussi. Hein. Bon là, il suffit de vérifier que la dérivée marche. Pour la 2, eh bien, on distingue les deux intervalles. Sur 0 plus l'infini, on a ça. Sa dérivée est bonne. Et sur moins l'infini 0, on a ça. Dérivable. Et la dérivée fait bien 1 sur x, donc c'est gagné. D'accord? Cette fonction-là est donc dérivable sur R étoile. Et la dérivée est égale à 1 sur x. Enfin, la dernière, a puissance x, c'est exponentielle de x ln de a. Et quand je dérive ça, eh bien, ça va me faire un ln de a qui va être devant. Et donc, ça va se supprimer. Et donc, ça fait a puissance x. Alors, évidemment, il faut que, pour prendre le ln de a, il faut que... Enfin, il y a deux choses. Hein. Là, il ne faut pas que le ln de a soit nul, donc il ne faut pas que a soit égal à 1. Mais en même temps, il faut qu'il soit strictement positif. Par contre, ça, c'est dérivable sur tout grand R, hein, parce que x, lui, il a le droit d'être quelconque, il n'y a pas de problème. D'autres primitives, alors celle-là c'est évident, parce que quand on dérive ça, ça donne ça. Celle-là, on sait, la dérivée de sinus x c'est cosinus x, la dérivée de moins cosinus x c'est sinus x. Celle-là, bon, il suffit de dériver ln de cosinus x, donc ça je l'ai fait, cosinus x c'est positif, d'accord. Donc quand on dérive moins ln de cosinus x, ça nous fait moins sinus x sur cosinus x, ça fait tangente x. Donc c'est bon. Celle-là, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, le u de x, il ne s'annule pas parce que x sur 2 est entre 0 et pi, d'accord. Donc f est composé de ça et de ça qui sont dérivables. Et donc la formule qu'on utilise, c'est celle-là. D'accord. Je vous laisse vérifier. Ça nous fait ça et donc ça. Le petit 6, bon voilà, c'est encore plus simple, on dérive directement ça. D'accord? Par exemple, entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Alors, une autre série, celle-là, bah, on sait, ça vient que la dérivée du SH c'est CH, la dérivée de CH c'est SH. Alors, celle-là, je l'ai appelée 2, mais ah, c'est ici. Voilà. Je considère ça, c'est dérivable, et la dérivée, bah, c'est comme ce qu'on a fait avant, en fait. Est égale à 1 sur SH. Voilà. Et donc, j'obtiens ça, alors que tout à l'heure, nous, ce qu'on avait, c'était ça. C'est à mettre en perspective. Voilà, ça c'est connu, la dérivée de tangente x, c'est ça. Pour le côté h, alors comme le côté h est moins connu, on peut le refaire. Hein. Et donc on a ça, c'est-à-dire moins 1 sur sh carré, d'où le moins qu'on a dans le résultat. Ça, bah, il suffit de dériver. D'accord. Et quand on dérive, ça nous fait 1 moins 1 sur ch carré, et ça fait bien th carré. Et une autre série, une dernière série, alors là, il n'y a rien à démontrer, parce que tout est connu. La dérivée de ça, c'est ça, sur ça. La dérivée de ça, c'est ça, sur R. La dérivée de ça, c'est ça. Donc là aussi, on est sur R. Sur R. Petit 4, la dérivée de arc TH, c'est 1 sur 1 moins x2 sur ça. Et la dérivée de arc CH, c'est 1 sur racine carrée de x2 moins 1 sur cet intervalle. Là où E est un espace vectoriel normé de dimension finie D, supérieur ou égal à 2, on a une base, une fonction avec ses coordonnées dans B. Là, une fonction avec ses coordonnées dans B. C'est une primitive de f si et seulement si grand f' égale f. Ce qui revient à dire, tout ça, ça a déjà été vu, que grand f'k est égal à fk. Parce que les dérivées de f ont pour composante, la dérivée de f a pour composante les grand f'k. Ça équivaut donc à dire que chaque fk est une primitive de fk. On sait que f est continu si et seulement si chaque petit fk est continu. On sait que quel que soit x appartenant à b, on a ça.
peux le noter grand F, et ça, c'est grand FK. Une primitive de F est donc la somme des FK, EK. Et toutes les primitives sont de cette forme-là, plus une constante. Donc je prends alpha K appartenant à R. Dans le cas E égale C, C c'est un R espace vectoriel de dimension 2 de base 1i, et donc F s'écrit comme ça, avec sa partie réelle, sa partie imaginaire. F est une primitive de F, ça équivaut à dire que la partie réelle de F et la partie imaginaire de F, d'après ce que j'ai vu avant, sont des primitives respectives de U et V. D'accord? Voilà. Donc si F est continu, bah on sait, alors déjà on a ça, et on sait qu'une primitive ça va être ça. D'accord? Et ça s'écrit comme ça. Tout ça, ça a déjà été démontré. Et là on repère une primitive de U et une primitive de V. Et toute primitive de petit f est de cette forme-là, plus une constante, c'est-à-dire un z qui appartient à C. Nous voyons une formule de Taylor qui ressemble aux précédentes. Formule de Taylor avec reste intégral. Donc, f de AB vers un espace vectoriel linéaire complet E de classe n plus 1, alors f de B est égal à la somme de k égale 0 à n de b moins a à la puissance k sur factoriel k fkm de a plus cette intégrale. Démonstration par récurrence pour n appartenant à n. Donc d'abord pour n égale 0, donc ça veut dire que f est de classe C1, et donc il faut démontrer ça. Alors ça, f' s'intègre par f, donc ça fait ça. Et donc c'est exactement ce qu'on veut. Oui, au passage, j'en profite pour vous dire que cette intégrale existe parfaitement, parce que la classe Cn plus 1, ici, f est continue. Donc maintenant, comme on fait une récurrence, on suppose le résultat vrai à l'ordre n, et on prend f de classe Cn plus 2. Donc, aussi de classe Cn plus 1. Donc on peut écrire ça. Et comme fn plus 1 est de classe, est dérivable, et que sa dérivée continue, puisque f est de classe n plus 2, on intègre Rn par partie. Donc on intègre ça et on dérive ça. Je vous laisse vérifier. Attention au moins qui provient de moins x. Bon, ça, quand on remplace x par b, ça s'annule en b, puis en a, ça fait ça. Plus ça. D'accord? Et donc, je remplace Rn par ça, et j'obtiens exactement le résultat à l'ordre n plus 1. Donc d'après le théorème de récurrence, c'est toujours vrai. Conséquence, si f de AB vers E est de classe Cn plus 1, bon fn plus 1 est continu, donc majoré sur AB. Donc il existe m tel que l'on a ça. Alors, norme de f de B moins Rn est inférieur ou égal à m facteur de b moins a à la puissance n plus 1 sur factoriel n plus 1. Démonstration, f de b moins Sn, oui, moins Sn, pardon, c'est égal en norme à la norme de Rn, d'accord? Et si je fais passer, alors Rn c'était ça, si je vais passer norme de ça, je peux dire que c'est inférieur ou égal à l'intégrale de la norme, d'accord? Et ça c'est égal, puisque b est supérieur à x, c'est exactement égal à ça. Bon. Et ça c'est inférieur ou égal à n, donc c'est inférieur ou égal à ça, et ça c'est égal à ça, et j'intègre ça par ça. Et ça, pareil que tout à l'heure, quand on remplace x par b, ça s'annule. Donc ça fait ça. D'où le résultat. Mêmes hypothèses, toujours. F de x, je peux écrire qu'il est égal à Sn de x, plus négligeable devant x moins a à la puissance n. C'est-à-dire là, je fais varier x entre a et b. En effet, si je remplace b par x, et j'ai ça. D'accord? J'ai toujours ça parce que m, c'est un majorant sur AB, donc aussi sur AX évidemment. Bon, je pose epsilon de x égale u de x sur x moins a à la puissance n pour x différent de a, d'accord? Et 0 si x égale a. Si x est différent de a, je divise par x moins a à la puissance n, et j'obtiens que epsilon de x en norme est inférieur ou égal à x moins a sur
factoriel n plus 1 multiplié par m, qui tend vers 0 quand x tend vers a. D'accord? Ça tend vers 0, et 0 c'est epsilon de a. Bon. Donc en fait, j'ai u de x, alors u de x c'est tout ça, hein. J'ai u de x qui est égal à x moins a à la puissance n, epsilon x, où epsilon est continu et nul en a. Et bien ça veut exactement dire que f de x est égal à ça, plus une partie négligeable devant x moins a à la puissance n. F de AB vers R, phi de AB vers R+, toutes les deux continues, x0 appartenant à AB, si f est négligeable devant phi en x0, alors cette fonction-là en x, qui est l'intégrale de f entre x0 et x, est négligeable devant l'intégrale de phi entre x0 et x. Et on a la même chose avec l'équivalence. Bon, on traduit le fait qu'elle est négligeable, donc on va prendre un voisinage qui est de cette forme, tel que si on a ça, quel que soit x appartenant à v, si x appartient à v et que x est supérieur ou égal à 0, moi je vous laisse vérifier, ça c'est évident, d'accord, et donc ça nous fait ça. Et si x appartient à v et que x est inférieur à x0, la valeur absolue, bon, ça commence pareil, hein, et donc ça nous fait ça. Et donc dans les deux cas, on obtient le même résultat. Et donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que puisque cette valeur absolue est inférieure ou égale à epsilon fois celle-là, ça veut dire que cette fonction est négligeable devant celle-là. Et puis pour l'équivalence, il suffit d'écrire que f moins phi est négligeable devant phi, puis ensuite on intègre, d'après ce qu'on a dit précédemment, ça nous donne ça, donc ça nous donne ça, et ça veut bien dire que celle-là est équivalente à celle-là. Intégration des développements limités, on a une fonction f continue, ayant un développement limité d'ordre n en x0 appartenant à b, alors, donc le développement limité ça va être ça, hein. Si grand f est une primitive de petit f, alors grand f a un développement limité d'ordre n plus 1 en x0, obtenu en intégrant celui de f. Alors quand on intègre f, ça fait, puisqu'on a une primitive, ça fait f de x moins f de x0. Donc ça fait f de x égale f de x0, plus j'intègre ce truc-là, donc ça fait ça, et plus j'intègre ce truc-là. Alors là, en l'intégrant, il y a du sur n plus 1, mais on sait qu'on peut multiplier par lambda dans les relations de négligence, hein, donc ça nous fait ça. Démonstration, eh bien j'ai ça, donc d'après ce qu'on a vu avant, j'ai ça, et donc j'ai ça, c'est négligeable devant la valeur absolue. Si une fonction est f est négligeable devant une fonction g, f est négligeable devant la valeur absolue de g. Et valeur absolue de f est négligeable devant g. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est que le rapport des deux tend vers 0. Donc, je suis rendu là. Si x est supérieur ou égal à 0, la somme de phi, ça fait ça. Bon, la valeur absolue, ça fera ça. Et si x est inférieur à x0, la somme, ça fait ça. Et la valeur absolue supprime ça. Donc, en fait, dans tous les cas, en intégrant, je vais avoir quelque chose qui est négligeable devant ça. Et donc là, je peux enlever la valeur absolue, ça veut dire négligeable devant ça. Et donc, ça fait bien le résultat.